celles-là, on peut les mettre autrement. Elles ont l'air d'être prises. Des fois, je vais... Voilà. Qui m'a amené ici. Et aujourd'hui, on est donc avec Laura Petersen. C'est ça, Petersen, on dit Laura Petersen, qui nous a écrit un livre qui s'appelle Le régime général pour une sécurité sociale de l'alimentation. Donc on connaissait bien la sécurité sociale, on va voir ce que c'est que la sécurité sociale de l'alimentation. Et Titom, dont tu es éleveur ici. Peut-être vous pouvez prendre un micro, parce que sinon on va pas bien nous entendre. Ça marche? Ah oui, ça fonctionne. On les a testés avant, normalement, tout fonctionne. Alors peut-être pour commencer, sur l'alimentation, en lisant Régime général, j'ai vu que tu démarrais sur quelque chose de très concret qui est notre petit déjeuner. Enfin, celui que prennent beaucoup de gens aujourd'hui, c'est-à-dire souvent soit du café, soit du thé. Et puis de la confiture avec du sucre, qui n'est pas toujours du sucre de betterave, mais qui peut être du sucre de canne. Et voilà, c'est déjà pas mal. Est-ce que tu peux nous dire, oui, vraiment, voilà, de quoi il s'agit? En fait, ce qui est génial avec ce sujet, c'est qu'en fait, il nous concerne toutes et tous, puisque l'alimentation, c'est vital. Et donc, la question du petit-déj, pour ça, elle est assez géniale. C'est qu'est-ce qu'on consomme au petit-déj? Qu'est-ce qu'on boit le matin? Et en fait, ça vient d'où? Ça a été produit où? Et puis, ça nous dit quoi, en fait, de notre histoire et de la géopolitique, quoi. Et en fait, les enjeux autour de la question coloniale, la colonisation, l'esclavage, en fait, c'est vachement lié à l'alimentation. Et moi qui pensais avoir plein de cultures et savoir plein de trucs, en fait, c'était pas évident. Et ça l'est devenu aujourd'hui. Mais c'est pour ça que, que j'ai pris plaisir, mais qu'on a plaisir à amener ces sujets-là avec ce type de questions qui sont assez anodines et qui derrière, en fait, révèlent des choses qui le sont nettement moins. Voilà. Ici, dans la vallée, on a des producteurs de sucre, ça s'appelle des apiculteurs. Bon, c'est les abeilles qui bossent, tranquille. C'est un peu des esclaves, mais ça évite quand même l'esclavage en Guyane, parce qu'on n'en parle pas trop. Les champs de canne à sucre, il faut se rappeler qu'on est quand même un peuple un pays même qui a basé une partie de sa fortune agricole sur le sucre. Donc on a été très très fort pour trouver du sucre dans les betteraves, pour les mettre en grosse culture. Et le temps de faire ça, on avait nos colonies pour nous fournir en sucre, et ça nous a rendus complètement dépendants. Ça a rendu aussi dépendant l'agro-industrie. Et ce fameux sucre-là, on le retrouve en énorme quantité dans tous les produits pas chers que consomment les gens qui n'ont pas beaucoup de sous. C'est un petit ersatz de bonheur pour eux, en tout cas, c'est ce que croient les industriels. Et comme tu le dis, quand on enlève du sucre ou du sel ou ce genre de truc de l'alimentation, les gens ils râlent, ils trouvent ça pas bon. Voilà. Sur le sucre. J'en produis pas. Promis, j'irai pas planter un champ de betterave au col des Bordas. Toi, tu es producteur local. Alors, comment tu vis, toi, en tant que producteur local, ce sujet de tous ces produits qui nous viennent de l'extérieur et qui, finalement, tu dois presque te battre, peut-être, pour proposer tes produits. Bon, heureusement, on a encore des marchés de plein vent en France. Chacun ses petits plaisirs. Moi, en tant que producteur local, je fais ce que je peux ici, ce qui pousse, ce qu'on peut faire. Je peux pas faire pour toute la vallée. Il devrait y avoir d'autres paysans qui s'installent un petit peu, normalement, on espère. Donc tu me demandais comment je vivais mon statut de producteur local. Très bien. Celui que je vis moi, c'est mon statut d'entrepreneur agricole. Mon statut d'exploitant agricole. Parce qu'aujourd'hui, il y a ça qui pousse tout seul dans mon jardin. Ça s'appelle de la roche. La première année, j'ai eu du mal à la faire pousser, et puis elle s'est disséminée. Et elle pousse partout. Donc ça pourrait être une super plante pour nourrir tous les gens qui n'ont pas beaucoup de sous pour s'acheter à manger. Mais là, mon statut d'entreprise agricole me dit que avec ça, il faudrait que je gagne de l'argent. Donc cette plante là qu'on mange comme des épinards, donc qui font beaucoup, là il n'y a même pas de quoi nourrir une seule personne, juste pour l'apéro. Et on me dit ça, en fait, si tu veux réussir ton entreprise, il va falloir que tu la transformes, que tu la mettes dans des petits pots, et puis que tu la vendes très très cher à un public de gens favorisés. Et comme ça, tu auras une entreprise qui sera valable, et peut-être, si tu fais suffisamment de bénéfices, tu pourras un peu donner le surplus de ta ferme aux pauvres.
moi, c'est pas un système qui m'intéresse. J'ai pas envie de ça, quoi. Voilà. Donc peut-être je peux y aller, je peux. Non, mais c'est que en fait là aussi, alors on pourrait passer vraiment tout notre temps là et puis toute notre vie à parler des constats et à se raconter comment ça va pas du tout le système dans lequel on vit et qu'en fait il est encore pire que ce qu'on croyait parce qu'il y a toujours des trucs qui nous échappent. Pourquoi on s'est autorisé à écrire ce bouquin? C'est parce que c'est pour nous vital de se demander alors qu'est-ce qu'on voudrait. Une fois qu'on s'est dit à quel point on n'aime pas l'existant, alors qu'est-ce qu'on voudrait mettre à la place. Donc Kevin et moi, on est tous les deux membres de l'association Réseau Salariat, qui est une association d'éducation populaire qui se dit radicalement anticapitaliste. Sous-entendu, on veut s'attaquer aux racines du système et pas seulement à ses conséquences. Et on travaille essentiellement à partir des travaux de Bernard Friot, qui est un sociologue, économiste, qui a passé l'essentiel de son travail de recherche sur l'histoire de la sécurité sociale à la française, donc autrement dit, l'histoire du régime général de sécurité sociale. C'est peut-être là où on va avoir des points de désaccord. Moi, la cotisation sociale, je kiffe. Mais bon, je vais m'en expliquer. Il a beaucoup travaillé sur la retraite aussi, d'ailleurs. Hein. C'est un exemple qui te donne beaucoup, la retraite. Ben, en fait, ça fait partie un salaire continué, il utilise comme voilà. terme. Moi, j'aime bien parler de salaire socialisé, mais c'est la même idée. C'est de dire qu'en fait, derrière, c'est du salaire, et donc c'est la reconnaissance du statut de travailleur, travailleuse, au-delà du marché de l'emploi et des biens et services. Aujourd'hui, en France, l'agriculture paysanne, elle nourrit en gros 10% de ce qui est consommé par l'ensemble de la société française, et c'est pour les raisons que vous avez données. Et du coup, moi, j'insiste là-dessus quand on dit qu'il y a que 400 000 personnes qui bossent pour nourrir la population française, c'est parfaitement faux. 400 000 exploitants agricoles. Il y a 600 000 ouvrières et ouvriers agricoles. Bon, et accessoirement, il y a des dizaines de milliers d'emplois dans la transformation, la distribution, la restauration. Et ça, c'est hyper important qu'on en parle aussi, parce que c'est tout ça qui fait qu'on nourrit la population. Et c'est sans parler évidemment du travail invisible, du travail gratuit. Et là, je parle essentiellement du travail ménager, qui est essentiellement porté par les femmes, notamment dans les foyers. Et comme de par hasard, qu'est-ce qu'on retrouve dans l'ensemble du secteur sur de la production à la distribution, en passant par la transformation? C'est en fait des métiers, des postes qui sont hyper dévalorisés, qui sont précarisés, qui sont dans des conditions de travail extrêmement dégradées, avec beaucoup de souffrance, maltraitance et de mort au travail. Et c'est des métiers qui sont essentiellement féminisés, essentiellement précarisés, beaucoup de main-d'œuvre immigrée. Ah bah tiens, c'est marrant, on reparle de ce dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, ça aussi, c'est vachement important d'en parler. Parce que focaliser sur l'image du petit paysan, qu'on aime beaucoup, hein, et on est bien content de le trouver sur notre marché, c'est top, mais c'est se voiler la face sur la réalité du système alimentaire actuel. Et est-ce que... Non, c'est bien. C'est bien. Il a très engagé. C'est vraiment très bon. Et puisqu'elle dit plein de chiffres, il y a quand même une réalité qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent. On parle de ces 400 000 paysans qui sont, dans notre imaginaire, censés nourrir la population. Donc on a dit, ils ne sont pas assez nombreux. Sur ces 400 000 paysans, il faut savoir qu'un tiers vit du RSA et qu'un quart vit sous le seuil de pauvreté. C'est-à-dire que les gens qui sont censés vous nourrir crèvent de faim aussi. Et on continue. Alors on y va à grand renfort de subventions, on aide des filières, mais on continue toujours dans cette fuite en avant, en fait, où c'est les plus forts qui gagnent, qui deviennent encore plus gros. On a bien vu au moment du confinement, là, les Polonais, tout ça, là, toute la main-d'œuvre pas chère, ils pouvaient pas venir. Donc on a fait appel au bon cœur des Français pour aller ramasser des fraises ou des asperges, produits de luxe. Il fallait sauvegarder ça. Par contre, là où il y a eu un souci au moment du confinement, les restos ont fermé, il y avait une énorme quantité de patates à frites qui se sont retrouvées à l'aide alimentaire parce qu'on ne pouvait pas le filer à d'autres pauvres, quoi. À vous les pauvres d'ailleurs, ceux qui mangeaient le midi sur le pouce. Des frites. Et du coup, on se retrouve emmerdé quand même avec des gens qui peuvent avoir des convictions hyper chouettes et très proches des miennes, des nôtres, sauf qu'il y a un principe de réalité qui est qu'en fait ce sont des exploitants agricoles. Et on en revient à cette question du statut, et c'est comment aussi je nous invite à éviter de cibler les individus et à être vraiment à regarder en fait quels sont les mécanismes à l'œuvre. Et comment
Bon, il y a des gentils, il y a des méchants, il y a la FNSEA, il y a la conf, bon, notre cœur balance, mais après, il y a des individus. Il y a des individus qui font comme ils peuvent dans ce monde-là et dans cette société-là. Et du coup, c'est comment, en fait, c'est cette question du statut de l'exploitant agricole qui est ultra problématique et qui pousse et entraîne ces logiques de capitalisation, ces logiques de on agrandit nos fermes parce que merci la PAC et les primes à l'hectare, la PAC politique agricole commune. Donc on voit bien qu'en fait c'est pas qu'une question de grands méchants du marché, c'est aussi les politiques à la tête du pouvoir qui décident de favoriser un certain type d'agriculture, en fait un certain type de modèle économique. Et c'est quand même hyper important qu'on se le dise ensemble, le système alimentaire actuel n'est pas fait pour nous nourrir. Il est fait pour faire de la thune. Donc, si en fait ce qu'on veut, c'est un système alimentaire qui nous nourrit, et ben va falloir qu'on l'invente. Et en plus, enfin, nous. Ouais, c'est bien ça. En plus, donc, je vous ai dit là sur ces 400 000 paysans, donc un tiers au RSA, un quart qui vit sous le seuil de pauvreté, et les autres. Alors les autres, on les pousse à faire autre chose que de l'alimentation en fait. On les incite à faire de l'agri-photovoltaïsme, c'est-à-dire à remplacer les brebis par des panneaux solaires. On leur dit, en fait, vous allez continuer à faire de l'énergie. Regardez, vous avez des vaches, ça pète, ça fait du lisier, machin. Allez, la méthanisation, c'est parti, quoi. Juste pour vous donner un exemple de ce que ça conduit, l'année dernière, on a été, je pense que vous l'avez tous vécu, on a eu de la canicule, de la sécheresse et compagnie. On était en manque de fourrage. On a commencé à en chercher. Et on s'est aperçu que le fourrage qu'on aurait pu donner à nos bêtes partait dans les méthaniseurs pour faire du gaz. Est-ce que tu peux nous décrire, peut-être, tu as commencé à le faire, mais ce système de sécurité sociale alimentaire? Est-ce qu'on peut le décrire? Ouais, bon courage. Alors, le système capitaliste nous fait croire qu'il n'y aurait du travail que là où ça enrichit le capital. Donc, dans le monde de l'emploi, dans le marché des biens et services. Ce que nous, on dit, c'est que c'est parfaitement faux, que le travail, c'est, peut-être on peut le dire anthropologique, en tout cas que c'est lié au fait d'être être humain, que l'être humain est un être social, qu'on ne survit pas si on n'est pas en collectif, en société, et que donc, à partir de là, est travail toute activité qui contribue à faire société. Et donc, on doit être reconnu comme travailleur, travailleuse, en tant qu'être humain, point barre. Donc, un salaire attaché à notre personne. Parce que le salaire, c'est l'institution, le mot qui reconnaît le statut de travailleur, travailleuse, et c'est pour ça qu'on le fait nôtre, quand bien même on n'est absolument pas d'accord avec le lien de subordination entre patron et employé. Mais par contre, le mot salaire, c'est ce qui dit « je suis reconnu comme travailleur, travailleuse ». Et ce que nous apprend la sécurité sociale, ce que permet la sécurité sociale, c'est de reconnaître ce statut-là à des gens qui sont hors de l'emploi. C'est les retraités dont on a parlé, c'est les chômeurs, chômeuses, c'est les parents avec les prestations familiales, c'est les soignantes et soignants avec la branche santé de la sécurité sociale. On est bien d'accord, tout ça est super attaqué. C'est bien pour ça qu'on se bat. Et en tout cas, ce serait chouette qu'on se batte. Et cette logique-là et cette pensée-là, elle est possible grâce à la logique de cotisation sociale. Alors, la cotisation sociale. Sur les patrons. En termes de... Ce que les patrons appellent les charges. Exactement. Alors malheureusement, c'est pas que les patrons. Mais en tout cas, je vous livre notre récit de ce que c'est que la cotisation sociale. La cotisation sociale, c'est vraiment cette idée de mettre au pot commun la création de richesse. Et cette idée de dire, en fait, il y a du travail qui existe hors de l'emploi, du marché des biens et services. Structurellement, c'est quand même vachement intéressant de se dire que ça existe déjà, qu'aujourd'hui en France, on a un statut là d'agent de la fonction publique, de fonctionnaire, qui garantit un salaire attaché à sa personne. Donc ce qu'on dit aussi, c'est qu'il faut que dans cette future sécurité sociale de l'alimentation, en fait, l'ensemble des professionnels, des collectifs de travail qui seront conventionnés, ils y arrivent, ils soient organisés en coopérative, mais en coopérative au sens propriété collective et d'usage de l'outil de travail. Donc on est sur des coopératives ouvrières de production. Bon, ouvriers, on peut en débattre, mais certainement pas les coopératives agricoles telles qu'on les connaît. Et encore moins les coopératives financières comme le Crédit Agricole. Donc là, on est bien en train de parler des coopératives de travailleuses, travailleurs. Parce qu'en fait, le nerf de la guerre, donc ça c'est l'argent comme toujours. Aujourd'hui, et c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure, pour monter une boîte, pour développer une boîte, il faut de l'argent, il faut du capital. Le capital, il vient d'où? Il vient de l'héritage ou il vient des banques et des actionnaires?
ou des fonds d'investissement, mais c'est les actionnaires, enfin tout ça c'est les mêmes. Donc c'est eux en fait, c'est eux qui décident et qui dictent les lois du marché, et du coup vers où on va, bien soutenu en ça par les politiques publiques du type PAC ou loi anti-gaspillage qui favorise l'aide alimentaire telle qu'elle a été décrite tout à l'heure. Bon, ce qu'on veut demain, c'est que du tout ce soit les caisses locales qui aient ce pouvoir-là, de dire où on veut flécher notre argent, où on veut l'orienter. Tout ça, ce sera possible avec la création d'une nouvelle cotisation sociale, désolée, encore une, mais une cotisation sociale qui sera fléchée à l'alimentation et qui sera la reconnaissance que l'alimentation, c'est un bien commun, c'est un bien socialisé. Par contre, on va reconnaître le travail de celles et ceux qui bossent dans ces espaces-là, qu'on va nous appeler cantines, parce qu'on veut aussi mettre en avant cette notion et cette idée de cantine. Alors, je sais pas ce que ça vous évoque quand je dis cantine. Potentiellement, moi, voilà, vu d'où je viens, tout ça, la cantine, c'était vraiment pas mon kiff. Bon, il se trouve que maintenant, je suis avec Kevin est paysan. Kevin, il participe à une activité de cantine à la ferme. Je peux vous dire qu'on mange sacrément bien dans son truc, dans sa cantine, dans leur cantine. Et bon, voilà, la cantine, c'est cette idée de manger ensemble. Cette idée est de manger ensemble, gratuitement ou à prix modique. Mais là, nous, on est sur une idée de gratuité pour reconnaître cette nécessité du lien social et du manger ensemble, avec la reconnaissance du travail qui est derrière. Et c'est aussi une manière, du coup, de sortir du foyer, ce qui aujourd'hui pèse essentiellement sur les femmes, comme je l'ai dit tout à l'heure. À une échelle de société, je ne juge pas ce qui se passe dans vos foyers, il y a sûrement plein d'exceptions, mais n'empêche qu'à une échelle de société, on est encore dans ces réalités-là. J'aimerais vraiment que vous réagissiez, vous êtes nombreux, en tant que consommateur, en fait, parce que c'est un peu vous... Moi, je vous dis, mon statut, mon activité principale, elle va pas trop évoluer quoi qu'il se passe. Je vais continuer à essayer de faire produire des trucs à manger quoi. Maintenant, c'est vous. En fait, c'est comment on fait. Moi, je vais continuer. Je vais mettre des petites graines. Je vais continuer à mettre les béliers sur les brebis pour avoir des petits, faire des yaourts et tout ça. Mais vous. On laisse un petit blanc à la radio. Je crois qu'on a le droit à 15 secondes de blanc sur Fréquence Plus avant que ça passe sur la bande de secours. Pas encore. Là, on s'est quand même pris beaucoup de choses dans la figure, d'un coup. On peut vous en mettre encore, si vous voulez. On en a plein de choses à dire. Il y a quelqu'un qui veut poser une question. On va essayer d'aller vers lui. Le mot sécurité sociale, ça renvoie à la grande institution. Ou est-ce qu'on peut commencer à faire localement, sous forme associative, une amorce voilà. Est-ce que vous le voyez comme ça, sous forme associative et fédérée, ou bien sous la forme d'une grande institution c'est vraiment la question de l'organisation locale. Tout con, mais les gens qui vont choisir d'habiter ici, dans le Val d'Azun, qui ont connu le temps des tomates au mois de mai à l'extérieur, parce qu'ils viennent plutôt de Vernis et tout ça là-bas, il faut garder à l'esprit que si vous voulez vivre ici, il va falloir votre petite envie de tomates, ça sera après l'été, désolé. C'est comme ça. Ou alors on va rentrer dans un système de production machin pour votre petit bonheur en fait. Accepter de vivre là où on est, c'est manger ce qui pousse ici. Donc ça veut dire, actuellement dans le système agricole qu'on a ici, il va falloir bouffer de la patate et des choux. J'ai pas tellement de réponse sur quelle est la bonne échelle. Par contre, c'est juste cette attention à quoi qu'on fasse, c'est dans quelle intention on se place. Le régime général de sécurité sociale, il s'est mis en place en 1946, mais il n'est pas sorti de nulle part. Et ce qu'il a de révolutionnaire, c'est la généralisation de choses qui existaient déjà avant. Et des logiques d'assurance sociale, en fait, ça existait, soit parce que c'était des patrons paternalistes qui avaient mis des trucs en place, bon, en fait, quand même essentiellement pour fidéliser les ouvriers, mais bon, il y avait des trucs pas inintéressantes, soit c'est aussi les ouvrières et ouvriers qui sont organisés ensemble, ce qu'on appelle les mutuelles ouvrières, c'est ça, qui permettent de mettre au pot commun de l'argent pour s'organiser une forme de sécurité sociale ensemble, au passage continuer à se nourrir pendant les grèves, je dis ça, je dis rien. Donc il y a un vrai enjeu à déployer plein de choses à différents échelons, y compris localement. Par contre, c'est dans quelle intention on le fait et comment on se voile pas la face sur ce qu'on est en train de faire, à qui ça profite, qui ça concerne, et du coup, qu'est-ce que ça ne remet pas en question.
Mais en même temps, il faut bien y aller, quoi. Parce que les logiques de système, en fait, elles sont systémiques, évidemment. Et du coup, c'est bien que par nos pratiques sociales, nos pratiques collectives, qu'on pourra faire bouger ces logiques-là. Merci Laurent. Je crois qu'en statistique, on dit que le département de Vaucluse, si je ne me trompe pas, produit 9% de l'alimentation pour ses habitants. Donc en grande majorité en France, on est dépendant des transports et par conséquent des énergies fossiles. Comment construire la résilience alimentaire à l'échelle nationale, à l'échelle locale, à l'échelle territoriale? Est-ce que vous avez des pistes? Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites au niveau des communes, au niveau des départements, etc.? Alors je connais pas très bien le Vaucluse, mais il me semble qu'il y a pas mal de vignes là-bas. Il y a de tout. Alors, on se nourrit un peu de vin, mais pas beaucoup. Donc, c'est là où il faut changer l'ensemble du truc. C'est que en France, on a vachement régionalisé nos productions. On a dit il y a des régions viticoles, et du coup, voilà, de la vigne partout. On a dit il y a des régions productrices de lait. Voilà, la Normandie. On a dit il y a une région agro-industrielle. Désolé les Bretons, mais la Bretagne. Pas beaucoup de cochons dehors là-bas. Du coup, pour répondre à ta question par rapport au Vaucluse, c'est ça. Ça veut dire que les agriculteurs, ceux qui détiennent aussi un peu les terres, du coup, il va falloir qu'ils passent à faire autre chose. Culturellement, c'est vachement dur. Est-ce que dans le Vaucluse, il y a encore suffisamment d'eau pour faire autre chose? C'est pas sûr, parce qu'il y a aussi ça. C'est que tu as des moments où tu n'as plus le choix. Si tu as un désert, tu vas faire une plantation de cactus, puis c'est tout, quoi. Ou alors, tu vas remettre du sol et tout ça, et jouer avec les nanotechnologies et faire pleuvoir. Je suis pas sûr que ce soit un truc super. Donc voilà, un petit bout peut-être de ta réponse, c'est aussi une certaine volonté. Peut-être que dans le Vaucluse, il ne faut plus qu'il y ait d'êtres humains qui habitent aussi, je sais pas. Peut-être il fait trop chaud, tu vois. Peut-être qu'il faut que les gens viennent plus en montagne. Non. On est bien. Moi, j'ai envie de te répondre sur la question du travail et de la propriété, en fait. Je pense qu'un des leviers, c'est de prendre la main sur la propriété, en fait. Alors, sur les terres agricoles, évidemment, mais sur la propriété des outils de travail sur l'ensemble de la filière, et qu'on puisse, du coup, décider collectivement. En fait, les gens, c'est nous. Et nous, on fait le pari que les gens, en fait, ils sont assez capables de prendre des bonnes décisions. Mais pour ça, il faut qu'on ait le pouvoir. Et du coup, c'est comment on le prend, le pouvoir. Et comment on le prend sur les terres, comment on le prend sur l'outil de travail, comment on le prend sur la reconnaissance du travail tout court. Tout ça, on a quand même vachement à s'inspirer de tout ce que moi je vais appeler la lutte syndicale, mais pas au sens des étiquettes de syndicats, au sens de la lutte collective organisée autour de ces questions du travail et de la propriété, qui peuvent dépasser largement l'entreprise. Et du coup, c'est comment en fait on s'autorise à le penser et évidemment à le mettre en acte ensuite. Ce qui se passe au sud des Deux-Sèvres, autour des méga-bassines, je ne sais pas si ça vous parle, soulèvement de la terre et compagnie, j'imagine que ça vous parle un peu. C'est une forme de lutte. Ça réunit des gens, des acteurs, des actrices qui viennent d'horizons assez différents, qui arrivent avec la porte écolo, avec la porte paysanne, avec la porte anticapitaliste, avec la porte antifa, ce qu'on veut. Et pourtant, là, à un endroit, ils sont réunis ensemble autour d'une lutte commune. Nous sommes réunis ensemble pour la reconnaissance de l'eau comme bien commun. Est-ce que ça rentre dans la résilience? Je te pose la question. D'autres questions? N'hésitez pas. Après, moi je pensais à une chose sur la notion de propriété, justement, de collectivité. La propriété, c'est du vol. Oui. Qui disait ça déjà? Proudhon? Un monsieur. C'est Terre de Liens, qui est une initiative qui existe déjà depuis de nombreuses années pour financer justement l'installation de paysans. Alors c'est une goutte d'eau aujourd'hui dans l'installation des paysans. Néanmoins, leur objectif, c'est pas tellement de développer leur activité énormément, mais c'est plutôt d'influencer les pouvoirs publics sur ce sujet-là. Tu as parlé de Terre de Liens. Super. Donc quand on rachète des terres, on installe des gens dessus, tout ça. Commence à être financé par... commence à y avoir un peu des sous qui transitent par eux, qui viennent aussi de financement privé, de gens qui cherchent à défiscaliser en rachetant des terres, parce que ça peut être aussi un moyen. On a d'autres outils pour ça qui existent, des groupements fonciers agricoles, ce qui permet à des gens qui ont envie, qui ont un peu de sous, de balancer pour acheter en commun des terres. Ce que fait Terre de Liens, en fait, avec peut-être un peu d'anthroposophie en moins.
Enfin bref, c'est une collectivisation des terres en fait, tout ça là. Merde, on dérive encore sur le communisme. Oui, mais du coup, c'est quoi qu'on appelle communisme? J'ai toujours pas compris, et pourtant Ouais. Christine, elle m'explique depuis 20 ans. Non, mais je le dis parce que c'est un mot qui peut être très... je sais pas comment on appelle ça, mais en gros, c'est genre les mots... Très clivant. Oui, mais plus que clivant, plus c'est que clivant. que du coup, derrière, ça vient convoquer tout un imaginaire qui potentiellement peut être extrêmement négatif. Moi, c'est pour ça que... Enfin voilà, si ça vous fait plaisir, on peut dire que c'est communiste, mais moi, je trouve ça plus intéressant de parler de, en fait, concrètement, c'est quoi la mise en commun des terres, en fait. Et c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure, hein, c'est clairement de se dire, en fait, c'est les travailleurs, travailleuses qui décident collectivement, en fait, c'est on prend les décisions ensemble, en fait, on s'enrichit pas du simple fait qu'on est propriétaire. Moi, j'aime bien parler des SAFER, c'est un petit sujet quand même. Les SAFER, on peut vraiment taper dessus à bras raccourcis. Mais on peut aussi se dire que c'est pas inintéressant, les SAFER. Les SAFER, à la base, c'est quand même créé dans cet esprit de se dire, on veut garantir que les terres agricoles restent agricoles. Bah, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, on peut se poser un peu la question d'est-ce que vraiment c'est ça qui se passe. Mais du coup, c'est peut-être un lieu à investir, les SAFER. Disons Parce que c'est quand même censé être un lieu démocratique. Oui, mais alors les SAFER étaient financés initialement, mais on leur a retiré tout le financement. Donc ils se sont retrouvés presque comme des sociétés privées, et il faut qu'il y ait des transactions pour qu'ils puissent continuer à exister. Donc c'est une privatisation du domaine public, encore une. Je ne sais pas si on peut la reprendre, la SAFER. Juste sur les SAFER, la Confédération paysanne, modestement, en tout cas sur le département, on essaye d'y siéger un petit peu et de faire ce qu'on peut. Donc, on a la chance sur le département d'avoir une SAFER qui est assez cool, qui est ouverte, qui travaille en tout cas dans le sens de rendre les terres aux paysans. C'est pas le cas partout. Il y a des départements où les SAFER, ça devient un peu des agences immobilières, quoi. Parce que sur les terres agricoles, il y a des putains de bâtiments, et que ces putains de bâtiments, dès que c'est un bâtiment, ça vaut super cher. Et donc, quel maraîcher aujourd'hui pourrait s'installer sur, disons, 1 hectare sur lequel il y aurait une ruine, s'il doit débourser 200 ou 300 000 euros? Parce qu'il y a une ruine, un tas de pierres, quoi. C'est pas envisageable, à moins qu'il fasse une production hyper chère. Enfin, je sais pas que dans ces courgettes, il y ait des pépites d'or ou quelque chose comme ça, quoi. Les communes, elles ont pas mal de pouvoir en fait, d'un point de vue juridique, d'un point de vue légal. En fait, elles ont pas mal de pouvoir sur les terres. Donc, soit elles en possèdent des terres agricoles. Et on parle beaucoup des terres agricoles, mais en fait, c'est valable aussi pour l'immobilier en termes d'ateliers de transformation, d'épicerie. Enfin, voilà. Donc, les communes, en fait, elles ont un pouvoir. En tout cas, un pouvoir théorique. Après, en pratique, évidemment, il y a plein d'autres enjeux locaux. Mais elles sont là et elles ont aussi du pouvoir pour reprendre la main sur des terres qui seraient laissées à l'abandon. Par exemple, dans l'attente que ça devienne constructible et qu'on puisse le vendre beaucoup plus cher, au hasard. Et du coup, il y a des communes qui installent alors c'est beaucoup maraîchères, mais pas forcément que. Ce serait pas mal, par exemple, de penser aussi à des paysannes boulangères, parce que le pain, c'est quand même un truc qui marche bien. Et ça permet, du coup, de produire pour alimenter les fameuses cantines dont je parlais tout à l'heure, les cantines scolaires. Et c'est des initiatives à des échelons communaux, échelons. Et c'est super intéressant. Ça existe un peu à différents endroits. Alors pareil, en Ile-de-France, je suis pas sûre qu'on soit prêt de voir un truc pareil. Mais bon, ok, ça n'empêche pas de réfléchir à des trucs. Bah ça, c'est une manière de mettre en commun, de garantir un statut de fonctionnaire à un paysan, une paysanne, c'est pas mal au passage. Enfin bon, quel que soit du coup le produit de la récolte, hein, donc les changements climatiques, on sait qu'il y avait déjà avant le changement climatique, mais en plus que c'est de plus en plus dur pour les paysannes et paysans de garantir qu'est-ce qui va sortir du champ à la fin de l'année. Donc du coup, il y a tout comme ça des choses qui sont possibles et qui existent. Bon, bah, c'est comment on promeut ces trucs-là, comment on pousse à ces trucs-là et comment on les déploie, quoi. Alors, sur le poids des communes, je vais rester local, donc sur notre département. Il faut le savoir, il y a des communes du nord du département qui, depuis le temps qu'avec la Conf et l'ADR, on leur parle, les maires ont fini par piger que oui, ils avaient des terres, que tiens, effectivement, ça serait bien de relocaliser notre alimentation. Donc ils récupèrent des terres et ils les mettent à disposition, certaines même vont jusqu'à mettre à disposition un logement pour des gens qui cherchent à s'installer. Il y a une commune, là, ça doit faire à peu près 10 ans qu'elle a ce truc, ce pack tout près, là, que des gens vont visiter, et puis personne s'installe.
Parce que les jeunes aujourd'hui, allez s'installer là-bas dans le nord du département, à la plaine, alors qu'ils ont déjà visité le Val d'Azun, ils n'ont pas envie d'y retourner. Ils veulent pas s'installer en bas, quoi. Alors que l'outil est prêt, hein. La commune leur laisse les terres, leur fait un logement gratos, en tout cas au début jusqu'à ce qu'il y ait des sous, mais ils trouvent pas de candidat. Et même il y a des vieux qui se sont présentés, ça n'a pas mieux marché, quoi. Ou alors sur des projets alternatifs, mais qui n'intéressaient pas les communes, puisque l'idée des communes, c'est d'installer des gens qui allaient produire de la nourriture. Ils ont eu des projets d'autres trucs un peu moins, je sais plus, agricoles, plutôt moins. Donc c'est beaucoup les plantes aromatiques et médicinales. Bon, mais là, le maire, il a fait oui, mais on va pas nourrir la commune juste avec des tisanes. Et donc, voilà, ça fait 10 ans et ils cherchent encore. Donc alors, on entend beaucoup là le retour à la terre et les gens qui quittent la ville, machin, nanana. Et on va devenir paysan, on entend beaucoup aussi. Mais enfin, pour moi, en tout cas, ma définition, paysan, c'est fait pour nourrir les gens. Et on prend un petit bout là de la planète, on le transforme quand même parce qu'on est quand même des gros cons. Là où il y a une reine des prés qui voulait pousser, nous on veut y mettre une carotte. Enfin, c'est hyper délicat. Mais voilà, déjà si on occupe notre terre, nous, paysans, à juste faire pousser de l'alimentation, déjà on sera déjà pas mal. Donc voilà, il y a aussi ce truc-là à remettre, paysans, pour nourrir des gens. Sinon ça sert à rien. Enfin, si c'est pas pour nourrir les gens, je préfère laisser mes champs revenir à la nature en fait. Ça sera vachement mieux pour tout le monde. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Mais je vais pas laisser la friche m'envahir. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ça fait bientôt... ça fait un peu plus d'1 heure. Est-ce que quelqu'un, oui, dans le public, oui? Moi je suis paysan Nature et Progrès derrière le col du Soulor. J'ai une question par rapport au conventionnement. Alors ça me fait un peu peur ce mot. Alors je comprends qu'il faille que ce soit des collectifs de citoyens ou une puissance publique ou une reconnaissance d'un statut de fonctionnaire, de travailleurs sociaux, de l'alimentation, etc. qui soit fait. Est-ce que le danger c'est pas de lisser les pratiques? Est-ce que le danger c'est pas de repartir sur une forme de semi-industrialisation des gens, etc. Nous chez Nature et Progrès on essaie de faire vraiment gaffe de pas lisser les pratiques, quoi. Donc de garder les spécificités de chacun, etc. et d'essayer d'avancer comme ça. Donc, je sais pas s'il y a des éléments de réponse pour l'instant. Si, carrément, merci. En fait, tu dis oui, un danger, un risque à lisser complètement, mais aujourd'hui on en est où? Parce que si tu regardes l'agriculture, qu'est-ce qu'elle est devenue? En fait, elle est en train d'être lissée, bouffée par un système qu'on a longuement décrit, système capitaliste, un système politique au service de ce système capitaliste, bon, un monde bourgeois, quoi. Du coup, oui, demain, avec les caisses locales de sécurité sociale de l'alimentation, il y a un risque qu'on aille vers des formes d'uniformisation, mais bon, peut-être déjà des échelles locales, donc bon. Et quand même, les professionnels, ils seront autour de la table pour aussi donner leur point de vue et leur avis. Et là encore, on revient à cette idée qu'on fait confiance à une forme d'intelligence collective. Et j'insiste sur le fait qu'il y aura du débat et du désaccord. Hein. Mais donc il y aura des mécontents aussi. Mais ouais, enfin, c'est... On en a parlé tout à l'heure. C'est cette espèce de mythe de l'homme libre, quoi. Et j'ai fait exprès de dire homme libre parce que c'est quand même souvent ça l'imaginaire. C'est un mythe total. En tout cas, selon moi, et je suis pas toute seule à penser ça. C'est vraiment cette idée qu'on est pris dans un système, quoi. Et après, on joue avec individuellement bien comme on peut ou comme on se le raconte, plus ou moins en marge, plus ou moins voilà, plus ou moins au contraire pour en bénéficier de ce système tel qu'il est. Là, ce qu'on dit, c'est que demain, le système alimentaire qu'on voudrait, c'est un système qui est pour objectif de nourrir. Ça, vraiment, là, je crois qu'on se rejoint là-dessus assez clairement. Nourrir avec tous les enjeux qu'on connaît. Et donc dans la question du respect du vivant. Et alors là, j'ouvre une porte monumentale. Et du coup, ce que tu dis, c'est exactement ça. Et donc, c'est comment on va se poser ces questions-là ensemble et comment on va débattre et décider ensemble. Et décider, ça veut dire aussi renoncer, trancher, voilà. Ça répond. Donc moi, je suis partisan d'une action directe, quoi, d'une démocratie directe. Donc et c'est pas Nature et Progrès ou machin ou truc ou la conf, c'est tout le monde tous ensemble par rapport à ce qu'on mange tous les jours, ce qu'on boit tous les jours et ce qu'on respire tous les jours. Et que s'il n'y a pas une appropriation des citoyens et qu'on décide pas d'y aller tous ensemble d'un coup, en créant du rapport de force et en disant attendez maintenant là, en fait vous avez plus le choix les gars parce que nous on en a marre de bouffer vos trucs industriels dégueulasses, on sait même plus quoi choisir dans les supermarchés, donc on a envie d'arrêter tout ça. Mais en fait on voit qu'on a beau vous en parler, on a beau utiliser tous les mots, on a beau les produits locaux, là ça c'est le gros délire quoi, produits locaux, personne ne sait ce que c'est, un produit local, personne n'a la définition, donc tout le monde fait ça comme là-dessus.
Mais au final, quand on gratte et qu'on regarde les intrants dans chaque production, on s'aperçoit qu'il n'y a rien de local. Et que l'impact carbone, il peut être supérieur avec l'agneau néo-zélandais qui bouffe que de l'herbe. Le transport, il est moins carboné que l'alimentation du bétail ici, parce qu'on va nourrir 4 mois, 5 mois avec de la nourriture qui arrive de Babelwed, qu'on fait venir par les ports bretons, etc., etc. Donc, cette question du produit local, elle n'est pas définie. Les cahiers des charges, il y en a plein d'outils. On a tous les outils qu'il faut. Mais à un moment, est-ce qu'on n'a pas besoin juste de défoncer les portes, quoi, voilà. En fait, merci. Mais moi, non, mais ce que j'ai envie de dire, et c'est un peu pour t'énerver aussi, Tom, c'est, pour moi, c'est politique ce que tu viens de dire. Mais au sens où moi je l'entends. C'est-à-dire, on est en train là de se dire comment on veut s'organiser collectivement pour faire société. Et merde, c'est pas réservé à un maire comme ci, ou un gouvernement comme ça. Et encore moins un président machin. Donc c'est vraiment comment nous, on a envie de s'organiser ensemble. Moi, là, je te rejoins à 1000%. Tant que s'il y a du nous et que c'est du collectif, allons-y. Ouais, peut-être on peut juste prendre la base de toute cette réflexion sur un seul point tout bête, un constat encore. On est des êtres vivants, là, des humains. On est des mammifères même, si on descend un petit peu dans la classification. On a des besoins vitaux, en fait, pour continuer à être humain et continuer à faire chier la planète, là, si on veut continuer à le faire. On a besoin d'air, ça on l'a tous compris. On a besoin d'eau. Et on a besoin d'aliments. Sinon, notre machine interne, là, elle ne fonctionne pas. Et si on arrive déjà à ça, je pense que, peut-être pas l'humanité, mais au moins la planète est sauvée. Il y a un autre besoin primaire, c'est le lien social. Oui. Un être humain, il ne survit pas tout seul. Je sais pas, j'y arrive. T'es pas tout seul. C'est pas vrai. C'est vrai, tu es un homme indépendant, un homme libre. Ah bon, on me dit souvent que je suis un ours. Mais dans les Pyrénées, ça craint d'être un ours. Ce qui manque à la sécurité sociale alimentaire, à tout ce projet, c'est le non-humain. On en parle beaucoup, on en a parlé beaucoup pendant le festival, je pense. Est-ce que tu en parles? On n'en parle pas beaucoup dans le bouquin, mais c'est pas faute d'en parler en dehors du bouquin. C'est parce que c'est des terrains glissants. Et alors, moi je l'ai dit, je le redis, moi je me prétends experte de rien, si ce n'est de moi-même et encore, voilà. Donc il y a ça déjà, donc j'ai pas envie d'aller sur des terrains où d'autres ont plein de choses à dire, voilà. Mieux que moi. Il y a aussi un autre truc, c'est que, encore une fois, c'est comment on focalise sur des enjeux qui sont pour nous fondamentaux, et donc je le redis, je l'ai suffisamment dit, mais politiques, au sens où on s'autorise à les penser, quoi, et à se demander comment on veut que ça se passe. Alors que quand on part sur les questions qui touchent au vivant au sens large, souvent ça nous glisse sur des débats et des discours très techniques, et ça nous éloigne des enjeux politiques. Alors qu'évidemment qu'on peut avoir une réflexion ultra politique autour de la question du vivant. Et encore une fois, voilà, ce qui se passe dans ce festival, on est un bon exemple. Mais du coup, c'est pour ça que nous, on va pas sur ça. Bon, c'est aussi parce qu'on voulait faire un petit bouquin, on avait trop de trucs à dire, fallait faire des choix. Voilà, il y a aussi ça. Mais c'est... Ouais, vraiment, mais bon, je peux vous raconter, dans les interventions et tout, ça, vraiment, on a eu des fois des débats, enfin, moi, je trouve vachement intéressant. Évidemment, autour de la question végane, antispéciste, alors ça, c'est un truc qui vient assez facilement. Et oui, il faudrait qu'on arrête de manger machin. Mais je dis, caisse locale de sécurité sociale de l'alimentation. Ça se décidera à cette échelle-là. Moi, c'est pas moi qui vais décider. En tout cas, moi, j'ai pas envie de le décider. Voilà. J'ai des convictions sur la propriété privée lucrative. J'ai pas de convictions arrêtées sur qu'est-ce qu'on fait des bestioles qu'on mange aujourd'hui. Et voilà. Et peut-être vous, dans la salle, vous avez des convictions. Moi, à titre perso, j'en ai pas. Et donc, j'ai pas envie de vous les imposer. Sur la question écolo, voilà, la fin du pétrole, machin. Oui, certes, bien sûr. Alors quoi, il faut qu'on arrête de manger du comté dans le Val d'Azun. Oui ou pas, j'en sais rien. Moi, j'ai pas envie de décider. J'ai envie qu'on le décide ensemble. Voilà. Il y a des endroits où je veux bien que vous soyez d'accord avec moi. Il y a d'autres endroits, vraiment, je vous laisse décider. Merci. T'as vu ? On va bientôt rendre l'antenne. Il est bientôt midi et demi. Vous êtes sur Fréquence Luce, enfin les gens qui écoutent l'émission à la radio. Merci Laura. Ça ne nous empêche pas de continuer à discuter. Hein. Vous pouvez toujours nous rejoindre, chers auditeurs, à Murmure du Monde, à Reims-Marsous. Il y a encore plein de choses. Il y a un village.